Le moment que vous attendiez tous. Le jury. Déjà, on voudrait tous remercier les orateurs des deux équipes d'avoir participé parce que c'est un exercice qui, pour certains, est nouveau. Et pour ça, déjà, on peut les applaudir. Alors, il va m'appartenir de faire les critiques positives ou négatives, ou même les deux, de l'équipe japonaise et de donner un petit mot notamment aussi de l'équipe américaine. Alors, je vais commencer par le témoin de l'équipe japonaise qui est monsieur Édouard Baudouin. Alors Édouard, je vais me permettre de te tutoyer parce que tu es actuellement mon vice-président à la fédération. Édouard, tu m'as impressionné, mais pas tant que ça parce que je me doutais que tu avais ce potentiel en toi. Alors, je vais commencer par les éloges et je vais finir par les critiques. Tu as une vraie prestance, c'est-à-dire que ton discours est clair, ta voix est nette, tu as du coffre. J'ai réussi à suivre vraiment tes arguments du début à la fin, ta construction du début à la fin. Mais j'ai trouvé que ton discours a fait un peu trop réciter. C'était moins naturel que ce que tu peux faire, je pense. C'était vraiment, j'avais l'impression vraiment d'entendre une cassette audio qui passait en boucle. Tu as fait des variations de ton, tu as fait des variations de rythme, mais bien trop léger à mon sens. Mais en tout cas, ta prestation dans l'ensemble, je l'ai trouvée vraiment très bonne et pour une de tes premières prestations, c'est plutôt flatteur et même très flatteur. Tu es un très bon orateur et je t'invite à continuer à pratiquer l'art oratoire. Merci Édouard. Félicia, tu as très bien terminé ton discours. C'est-à-dire que tu nous as parlé d'aspects discriminatoires de la bombe atomique, des bombes atomiques qui tuaient civils comme militaires, et tu as même parlé, tu as eu ces termes de lucidité froide. Ça nous a fait prendre conscience, ou en tout cas reprendre conscience, que cette arme nucléaire a été pensée, a été, on va dire, ficelée bien avant l'acte en lui-même. Que pour déjà commettre un tel acte, il faut avoir une certaine froideur, mais pour le prévoir en avance, et je pense que la décision a été prise bien avant le communiqué officiel, mais en tout cas, tu as une belle prise de recul sur ça. Mais j'ai trouvé que le corps de ton plaidoyer a desservi ta partie d'avocat. Ce n'était ni trop précis, ni trop complet, ni trop incomplet, c'était entre les deux et ça manquait de substance, ça manquait de vie. Ça manquait peut-être même de variation dans le ton. Au vu des autres prestations où il y a eu à chaque fois quelque chose de particulier, ça a été une bonne prestation, mais je reste sur ma faim, tu comprends? Mais mis à part ça, c'était une bonne prestation, comme tu sais les faire, donc félicitations. Charles a commencé son discours en nous parlant d'une décision pour notre planète. Et là, j'avais le sentiment d'être à la réunion de la COP21. Tout de suite. La planète, la planète. Tu as eu un peu trop de débit. Ton débit était beaucoup trop rapide. Beaucoup trop rapide. Et ton discours était trop haché. C'est-à-dire que ça manquait de fluidité, tu t'arrêtais souvent, brutalement, tu enchaînais, surtout avec un débat rapide, avec un débit rapide. Ce qui faisait que, sur l'ensemble de ta prestation, j'ai trouvé ça très haché. Mais, tu es le seul, il me semble, à avoir réfuté les arguments de l'adversaire. Et c'est quelque chose à prendre en compte puisque c'est de l'improvisation pure, puisque c'est au moment même du passage. Et donc pour ça, je te félicite. Ensuite, j'ai beaucoup aimé ton côté naturel, ton côté à l'aise. Et ça a un peu contrasté justement avec Félicia juste avant toi, qui était vraiment très carrée, très droite, à fond dans son discours. Toi, tu as été très naturel. Et ça, c'est quelque chose qui est pas facile à avoir, surtout avec le stress, parce que je pense que comme tout le monde ici, il y a toujours une part de stress. Et je vais finir sur
tes demandes à la fin. Il y a une des demandes que j'ai vraiment beaucoup appréciées et qui ne sont pas forcément, qui ne peuvent pas paraître forcément, on va dire, évidentes, mais tu as demandé des excuses publiques. Alors, ça peut paraître dérisoire comme ça, mais pour un tel événement, des excuses publiques de la part d'un État, c'est quelque chose de pire qu'une sanction monétaire, qu'une sanction... Voilà, on va dire que c'est la pire des peines que tu aurais pu demander, et tu l'as fait, et c'était très bien. Félicitations, Charles. Je vais me permettre de dire un petit mot sur un orateur de l'équipe américaine qui m'a énormément marqué, c'est toi, Mathias. Alors, il faut savoir que Mathias, c'était sa première prestation officielle en public. Et je peux te dire que j'ai rarement vu d'orateur en une première prestation être aussi bon que toi. Alors déjà, tu es le premier à nous avoir salués. Merci. Ensuite, tu avais une vraie prestance à l'américaine, quoi. J'avais l'impression d'avoir le speaker du gouvernement américain à côté de moi. Et puis, ton discours a été très construit. Et il a été très construit, et on a senti qu'il était construit parce que ton débit, tes variations de ton, tes blancs, tes espaces de silence étaient très bien marqués. On t'entendait, tu faisais varier les tons, varier les silences, et les silences que tu apportais rendaient ton propos vraiment très intelligible. Et à la fin de ton discours, tu as commencé à parler de protection de la civilisation, que l'arme nucléaire était une protection de la civilisation japonaise. Tout le monde a rigolé, entre guillemets. Et puis, comme si tu avais anticipé, tu dis « Je sais que vous avez du mal à me croire ». Et c'est déjà fort d'avoir anticipé une réaction, on va dire, générale. Et puis, tu as eu une belle ouverture. C'est-à-dire que tu as fini en disant « Ce qui est le plus dur, au-delà d'entrer dans la guerre, c'est de la finir, de savoir comment la finir. » Parce qu'au fond, Américains comme Japonais, les deux se sont retrouvés dans la même situation de se dire comment ça va se finir. Est-ce que ça va se finir par le sang? Est-ce que ça va se finir par la paix? Et peu importe qui est le plus coupable d'un côté ou de l'autre, arriver à se dire je vais terminer la guerre aujourd'hui et maintenant, que ce soit des deux côtés, c'est quelque chose de très difficile, et j'ai trouvé que tu as très très bien fini ton discours. Alors, s'il vous plaît, applaudissez-le. En venant ici, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Déjà, on m'a dit d'aller à Malakoff, d'aller derrière le périphérique. Autant vous dire que j'ai pris mon passeport. On m'a dit ensuite que j'allais venir voir un procès hystérique, un procès atomique, le procès d'une bombe. Autant dire que je m'attendais à voir le procès du divorce de Shakira. Mais il n'en était rien, c'était vraiment le procès d'une bombe, d'une bombe. La bombe comme sujet de droit. Vous, juristes, ça vous pose pas de problème, vous vous en foutez, mais elle, la doyenne, elle comprenait pas. Enfin, le procès d'une bombe, dans quel monde vit-on? Le procès d'une bombe, donc. Et puis, je me suis rendu compte que tout cela n'était qu'une mascarade, que ce n'était pas du tout un procès historique, ni même un procès, ni même une université de droit. Et je vais même vous dire que je m'en suis rendu compte à l'instant où ce type, avec les lunettes, le chapeau et les bretelles, s'est levé. Déjà, le type, il a tout en drapeau américain. Le chapeau, les bretelles, les lunettes, peut-être même le slip, je veux pas savoir. Le type, il se lève, il arrive, vous l'applaudissez, c'est comme le Messie. Et là, tout est devenu très clair, j'ai compris. En réalité, nous sommes à la rave party des fans de Donald Trump. Mon intuition était la bonne. Mon intuition était la bonne puisque j'ai aperçu très rapidement après, au premier rang, ce monsieur déguisé en punk qui se prend pour Dan Bilzerian et qui porte un t-shirt Nirvana. Mon intuition était résolument la bonne, puisque quelques secondes après, j'ai vu ce monsieur déguisé en Naruto et cette dame complètement folle avec les cheveux en rose. Mon intuition était vraiment la bonne, puisque j'ai vu quelques secondes encore après le sosie de Tarzan. Illuminé sous champignon avec ses Ray-Ban qui se croyait dans un avion alors qu'il était là sur le pupitre, enfin bon, que dire. Mais à ce moment-là, je me suis dit, si les fans de Donald Trump sont là, si c'est une rave party, où sont les latinos?
Ils sont derrière le mur. Ils sont derrière le mur, donc... C'est donc avec une certaine gueule de bois que j'ai écouté le reste de vos propos et de vos plaidoiries. Et en réalité, parler de gueule de bois me permet de faire une transition tout à fait directe avec monsieur Trémollet, dont le prénom m'échappe, mais donc ce qui est certain, c'est qu'il ne va pas très mollo avec l'alcool. Le type, il confond tout. Il commence son discours, il nous dit qu'il est à la fois allemand et boche, comme par exemple un burger à la choucroute, que sais-je. Il commence en nous disant qu'il est à la fois allemand et boche, comme si, en réalité, tout ça n'avait aucune cohérence, et son ami le traîne jusqu'au pupitre, comme si le type sortait du bistrot, il titube, il est à bout de nerfs, et il arrive tout de même, par un éclair de lucidité, à bégayer quelques mots, à prendre la parole. Il y a une effluve d'alcool à ce moment-là, il est ivre-mort. Et là, je comprends une chose, c'est que la seule chose qu'il rattache au Japon, c'est le saké, et la seule chose qu'il rattache au procès historique, c'est le B-52. Alors, c'est un cocktail, bon... Le type est tellement sous l'eau qu'il nous dit n'importe quoi. En parlant du Japon, il nous regarde dans le blanc des yeux et nous dit, alors qu'il est lui-même allemand, « J'ai vu les morts par milliers, j'ai vu les piles de cadavres, j'ai vu les charniers, j'ai vu les camps de la mort. » Mais ça, mon pote, c'était en Allemagne, en fait, c'était chez moi. Alors, bien sûr, vous me direz certainement que tous les Allemands ne sont pas des nazis. J'ai déjà entendu cette théorie. Non seulement j'ai déjà entendu cette théorie, mais ce n'est surtout pas le propos du débat de ce soir, puisqu'on parle de la bombe atomique. Et d'ailleurs, en parlant de bombe atomique, la fin du discours de ce monsieur Trémolo était une forme de bombe atomique, puisqu'il conclut en nous disant « j'ai vomi ». Ah ça oui, on pouvait s'en douter. D'ailleurs, non seulement on pouvait s'en douter, mais on l'a senti. On l'a fortement senti, ce qui nous laisse d'ailleurs entendre que la vie étudiante à Descartes est plus fournie que ce qu'on pourrait le croire et que les soirées du BDE commencent très tôt, puisque le procès commençait à 17h30, c'est-à-dire en after de la soirée de la veille. En tout cas pour monsieur. Donc ce monsieur termine son discours, enfin, les effluves d'alcool se calment, tout revient à la normale, enfin presque, puisque là c'est Sam, le monsieur avec le chapeau, qui revient déchaîné et qui nous dit « Je vais vous amener un cogneur de l'art oratoire, un spartiate, un guerrier, un astronaute, un démembreur !» Et là on a Mathias Valero. Faut voir la différence. Le type, il arrive tout gentil, bon chic, bon genre dans son costume, avec sa cravate, ça reste sur le côté, il sourit, merci papa, merci maman, bonjour monsieur le jury. Il est ému de nous voir, il est heureux d'être là, il s'en excuse, il est content, mais en même temps ça nous fait plaisir parce qu'on sent que tu prends du plaisir à parler, ce qui est une bonne chose. En tout cas, ça n'empêche pas que tu sois le gendre parfait, beau gosse, tiré à 4 épingles, mais que tu ne sois pas le cogneur décrit par monsieur Sam. Alors, bien sûr, comme le bon gendre parfait, il vote Macron, puisqu'il commence son discours en nous disant notre projet, oui, voilà, absolument. Il balance des chiffres invérifiables, il nous parle, l'air énervé, des vieillards qui hantent les campagnes, les grenades à la main. Alors, je ne sais pas ce que monsieur a contre la cueillette des fruits. Il nous dit, en fronçant le sourcil, que c'est grâce aux bombes que le Japon est en bonne santé. Oui, c'est un point de vue, on peut le voir comme ça. Et il enchaîne en nous disant que, après tout, les bombes nucléaires, c'est la paix au prix le plus faible. Là encore, c'est un point de vue. Et puis, dans un discours relativement passionnant, je dis bien relativement pour diminuer le caractère passionnant, non, dans un discours extrêmement intéressant, il conclut avec beaucoup de panache en nous disant que vive les États-Unis, make America great again, ces salopards de Japonais ont eu ce qu'ils méritaient, ils ont eu la paix, bravo, merci. C'était pas mal jusque-là, sauf que face à toi s'est levé Tarzan. Et Tarzan, il a du répondant. Tarzan, déjà avant le procès, il a fumé un petit stick. Il a sorti un truc de sa jungle, parce qu'il commence et il nous dit « Ni team sushi, ni team burger, vive la paix, peace and love, aimons-nous tous, vive le vivre ensemble, vive la planète, la guerre c'est mal, la pauvreté c'est mal, il faut monter en haut, il faut descendre en bas, que des banalités, vous voyez ?» Et le pire, c'est que c'est pas seulement son introduction, parce qu'après il récidive, il insiste. 2 voitures qui rentrent en contact, ça fait un accident.
la bombe est une expérience désagréable. C'est une réfutation, certes, en tout cas tu l'as dit, et ça respire l'évidence. Il nous dit tellement d'évidence que je vais vous proposer un petit jeu interactif. Il va s'agir en réalité du jeu que j'ai intitulé Ribéry, Nadine Morano ou Tarzan. Je vais vous proposer des phrases de Nadine Morano, Ribéry ou Tarzan et vous allez devoir me dire qui en est l'auteur. Ça commence par « Chaque année, je vieillis d'1 an ». Alors à votre avis, c'est de qui? C'est Ribéry, voilà, bravo. Ensuite, « La guerre, c'est moche ». Tarzan et Nadine Morano. Le Touquet, c'est toujours une ville que j'aime bien voir. Non, Macron, mais également Ribéry. Donc tout n'est que pléonasme dans ce discours, sauf par un éclair de génie ou une effluve d'alcool de l'autre, là, le type, à un moment, nous dit un propos subversif. Il nous dit, pas une seule personne dans cette salle n'était née pendant les bombardements. Et là, il y a Bouvard qui dit, si, moi. Là, c'est le moment vraiment enflammé, vous voyez. Et c'est à ce moment-là que monsieur le catcheur, avec son masque, son chapeau, revient et nous dit « Cette fois-ci, je vous annonce un diable, un monstre, un requin !» Alors, je l'ai pris au pied de la lettre, et là, qui arrive? Qui est le démon? Qui est le monstre? Qui est le requin? C'est Marc David Herman. Alors, oui, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'il est un monstre, un diable et un requin, puisqu'il commence son discours en disant « Les conquêtes, tout le monde en fait ». Alors, ça me paraît assez juste, enfin ça pouvait me paraître assez juste, et puis j'ai revu Dan Bilzerian, et je me suis dit que c'était peut-être plus compliqué pour lui. Et il enchaîne, vous voyez. Et alors, il enchaîne avec le sourire aux lèvres, qu'il gardera tout son discours, ce petit sourire aux lèvres, en disant « C'était un massacre ». Il y a eu plus de 30 000 morts. Déjà, il nie complètement les chiffres. Enfin, 30 000 morts, c'est vraiment la fourchette la plus basse. Il y en a qui parlent mais bref, peu importe. Il y a eu 30 000 morts. Des rivières de sang. Pour parler de la bombe, il nous dit « La Russie, tout sourire. Épargner la vie était une nécessité. » En fait, le type est une sorte de doux psychopathe, de gentil pervers. En toutes circonstances, il garde le sourire. « Bonjour, je m'appelle Marc David Herman. Ma maman est morte. » J'ai entendu un japonais dans la salle dire « T'es sadomiso ». Alors, pour en revenir à un propos un peu plus sérieux, j'ai beaucoup aimé le discours de Marc David, qui était le plus subversif, le plus incandescent, et qui a osé aborder le procès d'une manière provocante, en disant que certes, les bombes avaient causé des désastres, mais quelle était la manière la plus rapide d'avoir la paix, qu'elle était en réalité un moins pire mal, et que c'était là le meilleur moyen de sauver la population. Et j'ai beaucoup aimé cet argument, c'est quand même particulièrement provocateur de dire que 2 bombes atomiques sont le meilleur moyen de sauver la population et de l'épargner. Enfin, croyez-le ou pas, c'est quand même un argument difficile à tenir, et je trouve que tu l'as brillamment tenu, et c'était un très bon discours. Et de manière générale, tous vos discours étaient très bons. Il y en a eu de meilleurs que d'autres, mais il y avait quand même un excellent niveau global, et c'était un vrai plaisir de vous écouter. J'ai dit beaucoup d'horreur sur vous, mais j'en pensais pas un mot. Vous êtes vraiment épatant. Moi, j'ai pas 1/10 de votre talent, et je vous apprécie, et je vous remercie de m'avoir invité, et je vous félicite. Merci à mon prédécesseur de m'avoir vieilli de 10 ans. Déjà que j'ai eu une surprise en devenant doyen du jury, je ne m'attendais pas en plus à naître au siècle dernier, si, mais à naître pendant la guerre, non. Alors c'était une gageure de faire un procès finalement sur Nagasaki et Hiroshima, parce que, il faut dire les choses, ce sont, au-delà du fait que des bombes atomiques aient massacré des centaines de milliers de personnes, des événements qui sont ignorés de la quasi-totalité de nos concitoyens. Et pour ceux qui n'ont pas fait d'études d'histoire approfondies, Hiroshima-Nagasaki, ça se limite aux 3 lignes
qu'il y a dans les livres d'histoire, au collège et au lycée, pour expliquer qu'après la chute de Berlin, après la capitulation du Reich, il y a tout de même une guerre qui se poursuivait ailleurs, loin, en Extrême-Orient, non pas en Asie centrale, parce qu'en Asie centrale, c'est plus Gengis Khan. Donc, je rectifie sur la géographie des lieux. Et c'est vrai que ces événements sont inconnus. Les raisons pour lesquelles les bombes ont été lancées sont souvent ignorées, et le contexte historique et politique de l'époque l'est tout autant. Et moi, je veux saluer l'avocat de la Team US, en l'occurrence Marc-David Aymon, qui a eu le réflexe de parler à un moment de l'Union soviétique, dont personne n'avait parlé auparavant. Et lorsqu'on replace le débat dans la réalité des hégémonismes, dans la réalité des impérialismes de l'époque, le débat sur l'Union soviétique, à cette époque, ne peut bien évidemment être évacué, et il a eu un rôle important dans le processus de décision sans que celui-ci ait été évoqué. Alors moi, j'ai pris beaucoup de plaisir pour une formule que mon grand âge ne me faisait connaître qu'au travers d'émissions de télé et de radio du siècle passé, à une époque où étaient évoqués sur les plateaux de l'étrange lucarne des procès historiques que l'on retrouve dans les archives de l'INA. Alors, j'ai éprouvé beaucoup de plaisir d'abord à entendre les témoins. Et je souhaite avoir un mot particulier pour le témoin de l'équipe japonaise, pour Édouard Baudouin, qui a su faire partager une émotion sur finalement ce qu'avait pu être la souffrance, la douleur ressentie durablement, avec une petite pointe d'humour dans les testicules, mais peut-être aussi cérébrale. Et donc c'est vrai que ce message, cette pointe d'émotion, aurait mérité d'être cultivé sans doute davantage dans le reste des plaidoiries de l'équipe japonaise. Et il y avait peut-être là finalement un manque de cohésion, un manque de travail d'une filière qui est celle finalement que l'on pouvait opposer à tous les actes de barbarie qui ont été commis par l'impérialisme japonais en Asie du Sud-Est, et Dieu sait s'ils ont été nombreux, en Indonésie également. J'ai apprécié l'humour de Charles Guérin, sa réactivité sur le fait de s'appuyer sur l'argumentation adverse, et y compris en ne manquant pas les petites fautes d'une confusion entre l'opération Overlord et l'opération Torche. 42 pour Torche, c'était au mois de novembre, c'était pas au mois de juin. 44, c'était au mois de juin pour Overlord. Mais c'est l'art aussi de sauter sur l'erreur due à l'émotion. J'ai apprécié, bien évidemment, les plaidoiries des avocats de la partie américaine, avec peut-être sur la première des deux plaidoiries, une plaidoirie peut-être trop chiffrée, trop mathématique sur les comparaisons entre le nombre de morts qu'aurait pu créer un débarquement américain et le nombre de morts évités, ou plutôt ceux occasionnés par les deux bombes atomiques. C'est un débat qui a été ressassé des centaines de fois. Ce débat, c'est vrai qu'il a existé, qu'il existe encore, et qu'il est l'un des éléments de la vérité historique de cette affaire. Sur les plaidoiries qui ont été évoquées par l'équipe japonaise, je voudrais attirer l'attention sur deux points. Le premier point, c'est la difficulté de juger le passé à l'aune du présent, surtout quand ce passé n'est pas suffisamment ancien pour qu'on puisse avoir déjà des éléments de comparaison et des éléments qui sont dans l'actualité du moment. Et cela vaut notamment pour tout ce qui est l'aspect de l'impact écologique de la bombe. L'impact écologique de la bombe, finalement, c'est aujourd'hui qu'on le connaît. Ce n'est pas à cette époque qu'on l'a découvert. Il faut savoir que les premières expériences nucléaires françaises dans le désert du Sahara à Reggane, les
techniciens qui étaient présents n'étaient même pas dans des abris. Ils étaient là, présents, et ont été eux-mêmes victimes des radiations. Et aujourd'hui, des procès sont en cours par tous ceux qui ont participé aux expériences nucléaires dans notre pays, ce qui montre bien évidemment le décalage qu'il y a entre la perception qu'on peut avoir aujourd'hui de ces événements et la perception qui pouvait exister à l'époque. Je partage bien évidemment l'enthousiasme qui a pu exister pour la plaidoirie de Marc-David Aymon, même si au début, j'ai un peu craint un dérapage de grandiloquence. Et puis, progressivement, on est rentré dans le débat historique, dans le rappel des faits, avec une présence réelle, communicative, même si ici ou là, quelques éléments auraient mérité d'être enrichis. Finalement, dans cette aventure, c'est aussi la capacité qu'on a d'enflammer les foules, de communiquer autrement que sur un compte Twitter, ce qui fait que l'expérience du passé, celle du siècle dernier, où au Parlement, comme dans les tribunaux, c'étaient les meilleurs orateurs qui souvent l'emportaient, avec tout de même les connaissances juridiques nécessaires, on ne peut pas le nier ici. C'est vrai que cette expérience, elle est toujours à renouveler. Bravo à tous. Je voulais vous dire à tous ce soir ma très grande fierté de voir des étudiants d'abord aussi nombreux, des étudiants aussi passionnés, des étudiants aussi intelligents et aussi doués que vous ce soir. C'était vraiment un grand plaisir. Je voulais vous dire aussi félicitations pour avoir choisi un thème particulièrement original. Au début, on se demandait, mais qu'est-ce qu'ils vont me trouver à dire sur cette thématique? Donc, bravo pour votre imagination. Bravo aussi à tous pour tout votre travail, puisque, indépendamment de tout le reste, vous avez trouvé ce temps pour, ce soir, nous donner des plaidoiries qui sont d'un niveau particulièrement important. Bravo aussi à tous pour votre humour et bravo aussi à tout le public pour votre chaleur, votre bonne humeur et pour avoir autant encouragé les deux équipes. Alors c'était vraiment un vrai moment de bonheur ce soir que de vous écouter tous, d'écouter tout d'abord les témoins et bravo à Édouard pour sa prestation. Alors c'est vrai Édouard que on a le sentiment ce soir de vous avoir vu dans votre rôle habituel, un peu pince sans rire, avec de l'humour, mais aussi provocateur. Donc, bravo d'avoir pu mettre en œuvre tout ce qui fait que vous êtes un orateur confirmé, que vous êtes aussi un pédagogue important, parce que c'est vrai que dans votre plaidoirie, ou plus exactement dans votre témoignage, on vous suivait avec beaucoup d'attention et vos développements étaient toujours très bien construits. Alors, juste le tout petit bémol ce soir, c'est qu'on n'a pas vu le petit garçon qui avait souffert il y a tant d'années. Il manquait peut-être ce poil d'émotion dans votre manière d'être. Alors, Louis, vous, bravo pour votre entrée, bravo aussi pour votre sortie spectaculaire. Vous avez beaucoup d'imagination, vous avez une grande prestance et c'est vrai que votre discours aussi était particulièrement bien construit. Alors peut-être essayez d'être moins rapide, essayez de nous permettre de souffler un peu pour arriver à voir toute la force de votre propos. Alors, quand deux équipes qui se sont affrontées ce soir, l'équipe des avocats des Japonais et Américains, alors pour les Japonais peut-être, Félicia tout d'abord, vous avez commencé avec beaucoup d'assurance, beaucoup d'éloquence.
Vous avez une diction qui est parfaite. Vous prenez le temps de regarder le jury, votre public. Vous vous adressez aux autres avec beaucoup de naturel. Vous avez construit une plaidoirie qui était particulièrement intéressante, mais vous nous perdiez peut-être parfois. C'est vrai que si cette plaidoirie avait été construite avec peut-être une direction plus nette et plus franche pour le public, vous nous auriez largement aidé. Et puis, oser être vous-même et avoir peut-être un peu plus de vie, c'était parfois un peu monocorde. Alors vous, Charles, j'allais dire que vous incarniez, ne serait-ce que physiquement, l'avocat et les propos que vous avez choisi de défendre. Bravo pour votre originalité. Nous avons tous trouvé que c'était particulièrement intéressant d'avoir choisi de nous remettre aussi dans l'actualité en défendant tous les aspects écologiques, environnementaux. Et effectivement, il n'y avait que vous ce soir, alors je ne sais pas si c'était Tarzan, mais il n'y avait que vous ce soir, il n'y avait que vous qui puissiez le faire avec autant de naturel en quelque sorte. Vous avez aussi un phrasé et une diction particulièrement intéressante, et surtout ce qui nous a tous frappés, c'est votre présence, c'est votre naturel. Donc bravo, c'était absolument parfait. Alors l'équipe américaine, alors Mathias tout d'abord, c'est vrai que nous avons tous été particulièrement impressionnés, à la fois par votre voix. Vous avez une très belle voix, vous la posez particulièrement bien. Vous vous êtes adressé à nous avec un discours particulièrement bien construit, à la fois sur le plan historique. Alors, d'aucuns vous ont fait quelques petits reproches, mais ils étaient tellement minimes. Mais ce discours, vous vous l'étiez tellement approprié, vous aviez précisément, et ça c'était intéressant, vous reveniez à plusieurs reprises avec « mon pays », et donc ça c'était particulièrement bien pour nous faire revenir dans votre discours et nous montrer que vraiment ce discours, vous l'appropriez. Bravo aussi pour vous être rattrapé au moment où vous avez écorché le discours. Vous êtes vraiment à l'aise et ça, c'est vraiment c'est le signe que vous êtes vraiment très prometteur. Vous avez le sens des formules aussi, donc félicitations. Alors, Marc David, pour vous, l'exercice était quelque peu plus facile puisque vous êtes davantage habitué, en tous les cas plus habitué que Mathias à l'exercice. Néanmoins, vous nous avez encore tous séduits. C'est vrai que vous avez une présence, que vous êtes un brin séducteur aussi, ne serait-ce que quand vous êtes à la tribune. Que vous avez néanmoins une force de conviction absolument incroyable. Vous y croyez et c'est évident, on va vous croire aussi. C'est vrai qu'en plus, vous étiez aidé par la construction de votre discours qui était particulièrement clair, qui ensuite était un brin provocante et qui, du coup, effectivement, nous a fait tous un peu chavirer. Alors, le seul petit point, osez prendre un peu de temps, de la respiration. Je pense que vous auriez gagné encore un peu dans l'exercice, mais bravo, c'était vraiment très bien. Alors, vous l'aurez compris, le verdict était particulièrement difficile à établir puisque vous étiez tous brillants. Néanmoins, il nous a fallu choisir. Alors, vous allez le voir, on a eu du mal quand même ce soir et on a choisi comme meilleur orateur Marc David. Mais
même si je crois que ça n'est pas coutume ici et si c'est une grande première, on a voulu distinguer aussi Mathias en lui donnant le prix du meilleur espoir aussi ce soir. Alors quant aux équipes, les équipes aussi, c'était particulièrement difficile. Vous étiez tous brillants. Néanmoins, le jury s'est accordé pour reconnaître que l'équipe américaine était la meilleure équipe ce soir. Alors, l'équipe japonaise n'a pas démérité, on veut aussi la saluer et la féliciter parce que alors bravo à tous et bravo aussi aux organisateurs de ce très beau débat. Un grand merci à tous.